Si, Monsieur Aubert. Oui, merci Madame le Président, Madame le rapporteur. Effectivement, ma proposition de résolution européenne a débuté sur un fait curieux. Voilà qu'avec le Brexit, l'Union européenne parlait anglais alors que dans les 24 langues officielles, eh bien, plus aucun pays n'avait l'anglais comme seule langue officielle. Vous me faites deux, mais il y a Malte et l'Irlande, mais vous savez que le maltais et l'irlandais sont également langue officielle, c'est-à-dire que ces pays avaient la possibilité de garder l'une de leurs deux langues sans passer par l'anglais, qui à la base d'ailleurs n'est pas la langue du cru. En tout cas, je ne veux pas parler pour les Irlandais et les Maltais, mais il y a quelques faits historiques qui permettraient de le défendre. Par rapport à ceci, il y a un travail qui a été important, qui a été réalisé par notre collègue Aude Bono-Vandorme, et je voudrais saluer l'esprit dans lequel ça s'est fait. Trop souvent, dans cette maison, majorité et opposition ont l'habitude de ne pas s'écouter. J'ai été parfois, je dirais, moins écouté que cette fois-ci. Et donc, je m'en félicite parce que, dès le départ, notre collègue a su avoir un esprit d'ouverture. Et nous avons, au fil des auditions, constaté, je dirais, beaucoup de choses qui nous ont conduits à évoluer sur la position, en sachant que la proposition de faire du français la seule langue officielle, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on appelle un produit d'appel. C'était, je dirais, on part toujours d'une position un petit peu dure pour faire bouger les choses. Parce que, au fond, c'est un appauvrissement culturel majeur qui est en train de se produire parce que la langue est une richesse. Et je l'ai vu en tant qu'auditeur des Nations Unies, puisque j'ai été pendant 5 ans contrôleur externe des Nations Unies, où à la demande de feu Philippe Séguin, on m'avait demandé de vérifier comment se portait la francophonie dans cette institution. Et j'ai vu comment, au nom de l'efficacité, car c'est bien là le problème, on dit, vous comprenez, c'est complexe la langue, on a trop de traducteurs, trop d'interprètes, pas assez de budget, c'est trop long. On en est arrivé, par exemple, aux Nations Unies, à avoir une direction de l'interprétariat de la traduction qui était uniquement composée d'anglais et langue maternelle. C'est comme ça qu'on en est arrivé, dans une institution qui parle au monde, à faire des rapports sur les violences faites aux femmes, uniquement publiés en anglais, et pas, par exemple, dans d'autres langues officielles qui auraient permis à ces mêmes publics de pouvoir voir ce qui se passait et voir ce que les Nations Unies faisaient. La diversité linguistique, c'est une complexité. Et la simplification au nom de l'utilité conduit à ce qui était dit tout à l'heure, une conférence sur l'avenir de l'Europe, ouverte à tous les citoyens, mais qui est un appauvrissement parce qu'elle leur parle dans une langue qui n'est pas forcément une langue compréhensible pour eux. C'est aussi un problème d'identité européenne, parce que l'identité de l'Union européenne, c'est bien le multilinguisme. Et cet anglais n'est pas véritablement l'anglais de Grande-Bretagne, on le sait tous. C'est en fait le langage de la mondialisation, et la raison pour laquelle, d'ailleurs, les étudiants n'apprennent pas le français ou l'allemand, c'est peut-être parce que la jeune génération rêve davantage de Tokyo, de Brasilia ou de New York que de Berlin, Barcelone ou Paris. L'horizon a changé avec la nouvelle génération, et on a donc besoin que ce besoin de langue coïncide avec un besoin d'Europe. Et puis parce que c'est un véhicule de culture et de pensée, de droit et de concept. Je me rappelle d'un mot qui était utilisé aux Nations Unies et que je n'avais pas pu traduire. J'avais rencontré une secrétaire générale adjointe à gender mainstreaming. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire le gender mainstreaming ? Heureusement, les Nations Unies publient un très beau dictionnaire dans toutes les langues. Et donc, sachez, si un jour on vous pose la question, un soir au coin du feu ou dans les dîners en ville, ça veut dire politique sexo-spécifique. Ce qui, dans le cas d'ailleurs des Français, ne veut rien dire. Et vous voyez bien le problème. C'est-à-dire qu'un concept intellectuel, politique, pensé dans une langue, est certes traduit, mais il ne résonne pas dans l'univers culturel de ses voisins. Et nous avons le même problème au niveau européen avec, par exemple, le service public. On a beau essayer d'expliquer à nos voisins ce que c'est le service public, traduit dans les autres langues, ça ne donne pas exactement la même chose. Voilà pourquoi je crois que la France ne doit pas hésiter à oser la France et à oser son langage. En effet, il y a trop souvent, et ça je l'ai un peu constaté dans nos éditions, une forme de défaitisme intériorisé du français qui n'est pas forcément le premier à défendre sa langue. Et il est quand même piquant de constater que ce sont des Belges, des Luxembourgeois, des Allemands ou des Grecs, des Espagnols ou des Italiens qui nous rappellent que notre langue est belle et qu'elle mérite d'être défendue. Un peu de courage ne ferait pas de mal à ce pays s'il souhaite continuer à peser dans les institutions, en sachant que la langue est aussi le reflet d'un rapport de force et de sa propre influence, car c'est un véhicule de puissance. Enfin, je conclurai en disant que Dante, Goethe, Chateaubriand n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient pensé ou écrit en quelque espéranto ou en volapük intégré, mais je vous avoue que ça n'est pas de moi.
Merci, chers collègues.